À plusieurs milliers de mètres d'altitude, dans la cabine de première classe d'un avion, Tim Ferriss discutait avec un manier américain qui possédait station-service, épicerie et salle de jeu. Il arrivait que lui et ses amis puissent perdre de 500 000 à 1 million de dollars en un week-end à Las Vegas, chacun. Lorsque Tim Ferriss, la curiosité piquée, lui demanda laquelle de ses activités il a préférée, la réponse de Mark fut rapide. Aucune. Et Mark lui expliqua comment il avait passé 30 ans de sa vie avec des personnes qu'il n'aimait pas, en faisant des activités qu'il n'appréciait pas, pour acheter des choses dont il n'avait pas besoin. On va commencer par définir la différence entre ce que l'auteur appelle les nouveaux riches et les différeurs. Ceux qui gardent tout pour la fin juste pour trouver que la vie a glissé en travers de leurs doigts à cause de leur philosophie de vie et donc leurs objectifs et leurs priorités. Être financièrement riche et avoir la capacité de vivre comme un millionnaire sont deux choses bien distinctes. La valeur de l'argent est multipliée par 4 choses que vous devez contrôler. C'est le multiplicateur de liberté. Ainsi, un banquier qui travaille 70 heures par semaine et gagne 500 000 $ par an est moins libre et moins puissant qu'un nouveau riche qui travaille 20 heures par semaine et qui gagne 40 000 $ par an, mais qui a une liberté totale sur le quoi, le quand, le où et le qui. L'auteur nous raconte comment il a gagné une médaille d'or de boxe chinoise 4 semaines après avoir commencé ce sport, en analysant les règles du championnat et en trouvant des failles lui permettant de remporter cette médaille facilement, ce que 99% de ceux qui avaient 5 à 10 ans d'expérience n'avaient jamais réussi à faire. Il utilise cette histoire comme point de départ pour nous expliquer que trop souvent, nous ne remettons pas en cause ce qui existe déjà, parce que si des millions de personnes le font, c'est que c'est la meilleure manière de le faire. Évidemment, il faut le faire intelligemment. Ce n'est pas parce que tout le monde marche sur ses pieds qu'il faut commencer à marcher sur les mains. Marcher sur les pieds fonctionne plutôt pas mal. Il ne faut pas réparer ce qui n'est pas cassé. La retraite devrait être vue comme un capital à utiliser dans l'absolu pire des cas, c'est-à-dire l'incapacité physique totale de travailler. La vision de la retraite comme rédemption finale est faussée dès le départ, car elle demande que vous sacrifiez les meilleures années de votre vie à des tâches qui ne vous plaisent pas, et dans la majorité des cas, les personnes qui prennent leur retraite doivent adopter un train de vie de classe moyenne médiocre. Il est nécessaire d'alterner les périodes d'activité et de repos, car les capacités, l'intérêt et l'endurance mentale croissent et décroissent. Les nouveaux riches ont ainsi pour objectif de répartir des mini-retraites tout au long de leur vie. Faire moins de travail sans signification pour vous va permettre de vous concentrer sur les choses qui vous importent vraiment. Ce n'est pas de la paresse. La paresse, c'est le fait de supporter une vie qui n'est pas faite pour nous en laissant les circonstances et les autres décider pour nous. Et être occupé et productif n'ont rien de commun, ne confondez pas les deux. Pour la plupart des choses importantes, le timing n'est jamais bon, car si l'univers n'a pas de dents particulières contre vous, il ne va pas non plus aligner les étoiles juste pour vous donner le feu vert. Un jour est une maladie qui emportera tous vos rêves dans votre tombe. Si cela ne va pas tout dévaster autour de vous, lancez-vous et ensuite justifiez-le. Souvent, les personnes rejettent sur des bases émotionnelles des choses qu'elles accepteraient une fois mises devant le fait accompli. Il est beaucoup plus lucratif et amusant de tirer parti de vos forces plutôt que de tenter de réparer tous les défauts de votre cuirasse. Il est possible d'avoir trop d'une chose bonne. Ainsi, ce que nous voulons devient ce que nous ne voulons pas si nous l'avons en excès. Donc le but n'est pas de créer un trop plein de temps oisif, mais d'augmenter et d'utiliser positivement son temps libre. C'est l'une des excuses les plus couramment employées pour procrastiner et s'empêcher de vivre ses rêves. C'est un moyen commode de faire comme si c'était la solution à tout et de créer talentueusement une distraction constante qui nous empêche de voir à quel point tout cela est vain. Le problème est bien plus profond que l'argent. Si je vous dis que X gagne 100 000 $ par an et Y gagne 50 000 $ par an, donc X est 2 fois plus riche qu'Y, le revenu relatif amène à une nouvelle variable. X travaille 70 heures par semaine et donc il a un salaire horaire de 25 $, tandis qu'Y ne travaille que 10 heures par semaine et gagne donc 100 $ de l'heure. Y est alors 4 fois plus riche que X. Le stress n'est pas toujours une mauvaise chose. Il faut distinguer le stress négatif qui nous affaiblit, diminue notre confiance en nous et nos capacités, de celui qui exerce une pression positive sur nous, comme des modèles qui nous poussent à nous dépasser, des critiques constructives et l'excitation de la prise de risque qui nous fait dépasser nos zones de confort. La plupart des personnes préfèrent l'insatisfaction plutôt que l'incertitude.
En 2002, Tim se retrouvait à la tête d'une entreprise qu'il avait créée et qui lui rapportait bien plus d'argent qu'il ne pouvait en dépenser, mais qui lui prenait absolument tout son temps, et avec des défauts dans sa conception qui la rendaient invendable. Il se sentait pris au piège. Il eut alors l'illumination. Un voyage, c'est ce qu'il lui fallait. Mais pendant 6 mois, il s'est ingénié à trouver des milliers d'excuses et de raisons pour lesquelles ce projet ne pourrait jamais fonctionner. Une période qu'il qualifie ironiquement de sa plus productive. Un jour, une idée lui est venue. Pourquoi ne pas essayer de définir précisément le cauchemar qu'il redoutait, la pire chose qui pourrait se produire à cause de son voyage? Il envisagea donc tous les scénarios catastrophes que son voyage engendrerait et qui aboutiraient à coup sûr à couler son entreprise. Une lettre super importante serait forcément ratée, il se ferait voler sa moto, sa voiture, son compte en banque se dégonflerait comme un ballon de baudruche, et ainsi de suite. Il se retrouvait nu et isolé au milieu d'une terre froide et étrangère. Et là, quelque chose se produisit. Alors qu'il imaginait toutes ces catastrophes qui lui tomberaient sur la tête, il se mit à imaginer également des solutions toutes simples à tous ces problèmes, et à les relativiser. Aucune ne serait fatale, et n'avait probablement qu'une chance sur 10 millions de se produire. Il prit alors sa décision et acheta un aller simple pour l'Europe. Ce fut le point de départ, non pas de la catastrophe ultime qu'il avait envisagée, mais du conte de fées qu'est devenu sa vie. Ses activités se sont portées comme un charme alors qu'il les a presque oubliées pendant qu'il finançait 15 mois de voyage autour du monde. En fait, il avait pris un risque de 3 ou 4 pour faire un gain de 9 ou 10 sur l'échelle positive du chamboulement total. Définissez donc votre peur et donnez-lui une note de 1 à 10 sur l'échelle du chamboulement total et complet de ma vie pour toujours. Puis, imaginez des solutions pour éviter que ce pire arrive et mettez en balance les bénéfices attendus. Cette question n'est pas assez précise et au fond, cette question générale demande ce que l'on cherche fondamentalement. À cela, la plupart des personnes répondront « le bonheur ». Mais cela ne suffit pas. Il faut répondre précisément à cette question et faire en sorte que ces objectifs ne soient plus des souhaits ambigus, mais des étapes précises. Pour cela, l'auteur propose une méthodologie en 6 étapes qui consiste à définir son chronorêve, à savoir 5 choses que vous voulez posséder, 5 choses que vous voulez faire, 5 choses que vous voulez être, d'ici 6 à 12 mois, calculer le coût de chacune de ces choses, puis choisir 4 rêves et définir 3 étapes pour les réaliser. Oubliez la notion de gestion du temps. Le but n'est pas de remplir chaque seconde de chaque journée avec une boulimie de travail, car être occupé n'est souvent qu'une façon extrêmement courante d'éviter de faire les choses importantes mais désagréables que nous devrions faire. Cette loi peut être généralisée à l'extrême avec la formulation suivante. 80% des résultats sont produits par 20% des causes. Posez-vous ces 2 questions. Quels sont les 20% de sources qui causent 80% de vos problèmes? Quels sont les 20% de sources qui causent 80% de votre bonheur et des résultats que vous souhaitez? Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En d'autres termes, si vous vous assignez 2 heures pour terminer une tâche qui n'en demande qu'une, vous allez quand même passer 2 heures pour accomplir cette tâche. Sélectionnez avec soin vos sources d'informations. Évitez les médias. Si quelque chose d'important dont vous devez être au courant arrive, vous allez sûrement en entendre parler. Libérez-vous l'esprit d'informations qui autrement ne ferait qu'y transiter sans déclencher aucune action et qui serait oublié au bout de quelques semaines, voire quelques jours. Une interruption est tout élément vous empêchant d'achever une tâche en une seule fois. Il y en a 3 catégories principales. Toutes les choses qui peuvent être laissées de côté avec peu ou pas de conséquences comme les réunions, les coups de téléphone, les emails qui ne sont pas importants. Toutes les tâches répétitives ou les requêtes que vous devez bien traiter mais qui interrompent un travail plus important. Quand un de vos employés a besoin d'une validation de votre part pour de petites choses qu'il pourrait très bien gérer tout seul, comme régler les problèmes des clients, des petites dépenses de trésorerie. Vous pouvez couper l'alerte sonore ou visuelle de votre logiciel de messagerie afin de ne plus être prévenu automatiquement quand vous recevez un nouvel email. Il faut aussi grouper ces choses qui ne nous font pas avancer vers notre objectif, mais que nous devons bien faire quand même. Si vous consultez vos emails 20 fois par jour, cela peut vous prendre 2h30 pour traiter et répondre aux messages, alors que si vous ne le faites qu'une fois par jour, cela ne peut prendre qu'1 heure pour la même quantité de travail réalisé.
L'objectif de la délégation est de faire en sorte que les employés puissent faire un maximum de tâches sans l'intervention de l'employeur, celui-ci ayant un rôle de supervision et de contrôle. Plutôt que d'être un homme orchestre qui fait tout mal, il assume pleinement son rôle de chef d'orchestre qui supervise l'ensemble afin que toutes les parties jouent harmonieusement. L'externalisation intelligemment menée est un gigantesque premier pas en avant. Faire en sorte que quelqu'un d'autre fasse des tâches que vous faites actuellement est un test décisif pour tout entrepreneur qui veut créer autre chose que son simple emploi. Pour beaucoup, la question du coût aura son importance. Mais si vous gagnez entre 20 et 25 $ de l'heure et que vous faites une chose que quelqu'un payé 10 ou 15 $ de l'heure pourrait faire à votre place, vous utilisez bien mal vos ressources. Et même si vous embauchez un assistant pour 30 $ de l'heure qui vous économise 8 heures de travail par semaine, ça ne vous coûte que 40 $ par semaine. Seriez-vous prêt à payer 40 $ par semaine pour ne travailler que du lundi au jeudi? Mais avant de déléguer, il y a une règle d'or. Il ne faut jamais déléguer une tâche qui pourrait être éliminée ou automatisée. Et les tâches déléguées doivent prendre beaucoup de temps et être précisément définies. Après l'euphorie du lancement et du développement de son entreprise, Doug n'était plus passionné par elle malgré son succès retentissant. Il a alors voulu se libérer de l'obligation de travailler en fondant un site qui vend des librairies sonores sur CD. Ces produits ont été créés par Douglas, mais ce n'est pas lui qui les produit et les distribue. Sinon, il devrait s'occuper de toute la partie logistique et assurer sa trésorerie. Doug est payé immédiatement par ses clients, mais il paye ses fournisseurs à 90 jours. Impossible d'avoir une trésorerie négative. Et tout est automatisé. La publicité amène tous les clients potentiels sur le site et ceux qui décident d'acheter parcourent eux-mêmes le catalogue du site, ajoutant au panier les produits qui les intéressent et rentrent eux-mêmes leurs coordonnées bancaires. Douglas intervient juste pour encaisser les commandes et transmettre celles-ci à ses fournisseurs, qui s'occupent ensuite de tout le travail de production et de livraison. Pour chaque commande de 325 $, Douglas gagne 16 738 $ de revenus. Il travaille 2 heures par semaine, gagne souvent plus de 10 000 $ par mois sans aucun risque financier, alors que mettre en place ce site lui a coûté environ 1 200 $. Ce site et les produits qu'il vend n'est absolument pas sa passion, mais le peu de temps qu'il y passe et les revenus qu'il en tire lui permettent de faire absolument tout ce qu'il veut. Une muse est différente d'un business traditionnel. Il ne s'agit pas de diriger une entreprise, mais de posséder une entreprise. La première étape est de trouver un marché et vos clients, et ensuite de créer un produit pour eux. Il ne faut surtout jamais faire l'inverse. Utilisez vos domaines d'expertise et vos passions pour déterminer quels sont les besoins dans le domaine que vous maîtrisez, et quels produits vous pouvez créer pour répondre à ce besoin. Moins de 5% des 200 000 livres publiés chaque année aux États-Unis se vendent à plus de 5 000 exemplaires. La loi de Pareto s'applique ici à son maximum, et ces résultats sont atteints par des équipes d'éditeurs qui ont des décennies d'expérience. L'intuition et l'expérience font de très mauvaises boussoles lorsqu'il s'agit de savoir si un produit va fonctionner ou non. Il faut tester. Et pour cela, rien de mieux que de placer des prospects en situation réelle en les amenant sur une page de vente, les incitant à acheter votre produit qui n'existe pas encore, et cela en toute légalité. Voyons comment. Il faut créer 2 ou 3 pages de vente dont vous comparez automatiquement les performances de conversion. Les pages de vente décriront le produit et comporteront des boutons « Ajouter au panier » ou « Commander ». Quand le prospect cliquera sur ce bouton, il arrivera sur une page où il devra renseigner ses coordonnées électroniques ou postales. Quand il validera le formulaire, il sera emmené sur une page disant « Désolé, le produit n'est plus disponible pour raison X ». Vous serez prévenu dès qu'il sera à nouveau disponible. Créez une campagne avec différentes annonces. Comptez chaque coordonnée entrée par un client comme une commande. Prenez les résultats de votre meilleure page de vente et de votre meilleure annonce et extrapolez. Est-ce que cela vaut le coup de créer le produit? Typiquement, le produit d'une muse doit rapporter entre 5 et 10 fois son coût de fabrication et de livraison. L'auteur fournit un schéma du fonctionnement de son entreprise dans le livre, et il est le fantôme dans la machine, et demande juste à ses prestataires de lui fournir des rapports logistiques qu'il consulte tous les lundis et des rapports détaillés qu'il consulte tous les mois. Comment appliquer cela? Passer de l'artisanat à l'échelle industrielle, en concevant un système qui peut gérer de 10 à 10 000 produits vendus par semaine en faisant tout vous-même au début, puis en déléguant des tâches.
Le plaisir de l'ultramobilité n'est pas réservé aux entrepreneurs. Vous pouvez rester salarié et échapper quand même à l'obligation du 9-17 heures et de la contrainte géographique. Le télétravail est en pleine explosion et vous pouvez en profiter aussi. Certains boulots sont des causes perdues. Les améliorer reviendrait à ajouter de jolis rideaux aux barreaux d'une cellule de prison. Et cela s'applique aussi bien aux emplois traditionnels qu'aux entreprises qui deviennent des prisons pour ceux qui les ont bâties. Lorsque vous serez en possession d'une muse fraîchement automatisée et que vous aurez quitté votre ancien travail, vous allez ressentir beaucoup de vide. Vous pourrez le combler. C'est normal, la liberté, c'est comme un nouveau sport. Il faut un temps d'adaptation avant de pouvoir le goûter pleinement.